Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés actions en Europe qui profitent de la patience de la Fed. Le message a été réitéré hier par la Banque centrale américaine à travers le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire. Des minutes qui nous indiquent que les objectifs de la Fed sont loin d'être atteints, qu'il n'y a pas d'urgence à en faire moins pour l'instant. Les marchés anticipent une possible inflexion du discours de la Réserve fédérale américaine en fin d'année pour une première hausse de taux pricée par les investisseurs, pas avant la fin de l'année 2022. Une patience donc qui profite au marché boursier avec un CAC 40 qui est même revenu à plus de 6111 points, 6170 points au cours de cette séance, ce qui marque un nouveau plus haut depuis la fin de l'année 2000. L'année 2000 qui avait vu le CAC 40 hors dividende marquer son plus haut historique, puisque cette année-là, le CAC était venu flirter avec les 7000 points. Le CAC qui est en hausse à mi-journée. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Alors que les États-Unis empilent les plans de soutien et les plans de relance comme jamais depuis des générations, la zone euro a-t-elle besoin d'un wake-up call? Certaines voix commencent à s'élever pour s'inquiéter notamment de la lenteur du déploiement du plan de relance européen pour préparer l'après-Covid, bien sûr. C'est le cas notamment du ministre des Finances français, Bruno Le Maire, qui s'exprimait hier sur les médias financiers américains. La zone euro fait-elle preuve de complaisance face à une reprise qui est encore à venir? C'est la question qu'on se posera avec nos invités de Smart Bourse dans un instant. Et puis le big business du jour, à noter quand même la cession d'un bloc d'actions record dans l'histoire, 2% de Tencent vendu pour 15 milliards de dollars. C'est le groupe néerlandais Prosus, qui n'est pas un groupe grand public, mais qui est un des grands investisseurs mondiaux dans le secteur de la technologie, un actionnaire de référence de Tencent, puisque Prosus détient encore un peu moins de 29% du capital de Tencent après cette cession d'un bloc de 2% pour 15 milliards de dollars. Je le disais, jamais la vente d'un bloc d'actions n'a été faite pour un montant aussi important, à part peut-être, il faut remonter à la grande crise financière, à part peut-être la cession par le Trésor américain de sa participation dans l'assureur américain AIG, sauvé donc en 2008. Cette cession avait rapporté à l'époque un peu plus de 20 milliards de dollars. Et c'est une tendance positive à mi-séance pour les marchés européens. Les infos clés du jour, c'est avec Nicolas Pagnès, bien sûr, comme chaque jour, depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est toujours dans le vert à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le CAC 40 a même brièvement dépassé son pic de 2007, situé à 6168,15 points ce matin, pour atteindre les 6171,36 points avant de revenir aux alentours des 6155 points. L'optimisme prédomine donc toujours ce matin sur le marché parisien. Les investisseurs ont pu découvrir hier soir les minutes de la Fed à la suite de sa dernière réunion de politique monétaire. Des minutes qui montrent que les gouverneurs de la Réserve fédérale américaine sont unanimes sur le fait de conserver une politique accommodante au moins jusqu'à fin 2023 au vu du contexte actuel. La Réserve fédérale devrait donc pour le moment conserver son programme de rachat d'actifs de 120 milliards de dollars par mois au même rythme et ne devrait pas remonter ses taux pour le moment. En ce qui concerne les craintes en matière d'inflation, les minutes de la Fed montrent également que les gouverneurs de la Fed considèrent les tensions inflationnistes comme largement équilibrées tandis que la Fed reste sur sa ligne directrice en ce qui concerne les rendements obligataires, à savoir que ceux-ci ne font que refléter l'amélioration des perspectives économiques. Les investisseurs parisiens qui attendent à présent les minutes de la BCE, publiées cet après-midi, seront particulièrement scrutés d'éventuelles évolutions en ce qui concerne le rythme des rachats d'actifs envisagés. À noter qu'au programme de cet après-midi figure également une intervention de Jérôme Powell lors de la réunion de printemps du FMI, ainsi que les traditionnels chiffres du chômage aux États-Unis. Du côté des statistiques à présent, on note que la balance commerciale de la France s'établit à moins 5,25 milliards d'euros au mois de février en France, creusant un peu plus donc le déficit après les 4,2 milliards d'euros au mois de janvier. Un déficit commercial qui s'explique par une réduction des exportations plus forte que celle des importations sur le mois. Et si on regarde les valeurs à présent à la Bourse de Paris, on notera tout d'abord que Europcar Mobility Group annonçait hier soir une perte nette de 645 millions d'euros en 2020, avec
avec un chiffre d'affaires qui recule de son côté de 42%. L'entreprise s'est abstenue de fournir des prévisions pour 2021. On notera également que Nexity annonce vouloir céder 45% du capital du promoteur de résidence service AEJ de Domitis à la mutuelle AG2R La Mondiale pour un montant de 375 millions d'euros. Un accord qui prévoit également que AG2R La Mondiale prenne une part de 5% au capital de Nexity. On notera que Airbus fait état de son côté d'une augmentation de ses livraisons d'avions au mois de mars, ce qui lui laisse espérer un premier trimestre 2021 supérieur à celui que l'avionneur a connu en 2020. Et on notera que les valeurs du luxe sont bien orientées ce matin dans le sillage du passage de neutre à achat de la part de Invest Securities sur la valeur LVMH, mais aussi du passage de neutre à surperformance de la part de Oddo BHF sur le titre Hermès. On notera que Renault recule de son côté de plus de 2%, suivi de Société Générale qui perd un peu plus de 1% à la mi-journée. Et on finit ce point justement à la mi-journée avec un tour du côté des matières premières. Tout d'abord, le pétrole qui reste sous les $63 toujours, tandis que l'once d'or reste de son côté juste en dessous des $1,740. On regarde à présent l'euro-dollar qui lui se dirige vers les 1,1870 $ pour 1 euro. Et on finit avec les rendements obligataires aux États-Unis avec notamment le rendement à 10 ans qui lui est à mi-journée aux alentours des 1,65%. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. La question du jour, c'est la question de la relance en zone euro. Est-ce que la zone euro a besoin d'un wake-up call alors qu'on va bientôt célébrer les 1 an du 18 mai 2020 ? Je vous rappelle, le 18 mai 2020, c'était cette initiative franco-allemande annoncée par Emmanuel Macron et Angela Merkel, donnant naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le Recovery Fund, 750 milliards d'euros à disposition des États membres de la zone euro pour doper, intensifier leur relance post-Covid, avec en plus un financement qui se fait à travers de la dette commune. Une initiative à l'époque qui était saluée par tous. Où en est-on 1 an après ? Nadia Garbi est avec nous par téléphone pour en discuter quelques minutes, économiste chez Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue Nadia. Bonjour. C'est vrai que la comparaison avec les efforts déployés par les États-Unis est très désagréable pour la zone euro. Dans l'absolu, est-ce que la zone euro prend le risque aujourd'hui de se montrer trop complaisante face à une reprise économique qui est encore à venir au regard notamment de la lenteur et des retards pris sur le front de la vaccination, Nadia ? Alors c'est toujours très compliqué de comparer les plans de relance aux États-Unis versus en zone euro. Le plan de relance européen s'ajoute aux aides nationales et par exemple on sait qu'aux États-Unis les indemnisations chômage ne sont pas les mêmes. Toutefois, plus que la taille, ce qui est vraiment inquiétant en zone euro, c'est l'implémentation et le risque de retard sur ce plan de relance. D'accord. C'est avant tout une question de vitesse de déploiement de ce Recovery Fund et pourquoi pas de plans de relance nationaux également, Nadia. Quelques voix commencent à s'inquiéter justement de la lenteur que l'on entrevoit sur le déploiement de ce plan de relance. Est-ce que c'est une inquiétude pour vous en tant qu'économiste ? Qu'est-ce que ça peut donner en termes de performance économique pour la zone euro si on se cantonne aujourd'hui au calendrier prévu pour le déboursement de ce plan de relance, Nadia ? Alors c'est une inquiétude parce qu'une accélération, comme le citait Bruno Le Maire, paraît très, très compliquée pour 2 raisons. Tout d'abord parce que les États membres n'ont pas présenté leur plan de reprise et de résilience finaux. La Commission européenne doit ensuite les évaluer, le Conseil donner son aval, donc tout ceci prend du temps, mais surtout c'est que pour que ces fonds commencent à circuler et pour que la Commission européenne puisse emprunter sur le marché des capitaux, il faut que la décision relative aux ressources propres soit ratifiée par tous les États membres. Actuellement, seuls 16 pays les ont ratifiées et on le sait, en Allemagne, il y a un blocage avec la Cour constitutionnelle allemande avec un risque de retard. On est un peu dans le flou, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle prendra sa décision. Donc au mieux, les fonds vont commencer à circuler début du 3e trimestre selon nous, mais c'est tout de même un processus très lent. Même lorsque la machine va être en route, ça va prendre plusieurs années jusqu'à que ces fonds soient distribués. Et en attendant, effectivement, il faut que les États membres comblent les vides et stimulent
l'économie. On n'a pas vraiment de place en zone euro pour une quelconque complaisance. Il faut que la vaccination s'accélère, il faut qu'on puisse ouvrir l'économie. Et plus, je dirais, qu'atteindre son niveau d'avant 2019, ce qui sera sûrement le cas en 2022, il faut pouvoir atteindre la tendance d'avant 2019, ce qui ne sera pas le cas en zone euro avant plusieurs années. Or, aux États-Unis, on va même le dépasser. Donc, c'est plutôt ça qui est inquiétant en zone euro. Qu'est-ce qui pourrait venir modifier ce schéma, ce calendrier que vous décrivez, Nadia, avec à l'arrivée, in fine, des résultats économiques qui seront sans doute sous-optimaux, comme on dit dans votre métier, Nadia? Est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle impulsion politique? Je reprends la question, mais voilà, un an après l'initiative Macron-Merkel de mai 2020, est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle impulsion avec Macron toujours, Merkel en attendant les élections allemandes à l'automne, Mario Draghi aujourd'hui en Italie? C'est compliqué. Historiquement, c'est vrai que ce qui a été fait l'année passée est sans précédent. C'est vraiment un accord historique, un symbole politique. Maintenant, sur le plan économique, effectivement, il y a plusieurs choses sur lesquelles la zone euro doit avancer. Tout d'abord, juste au niveau de la crise, il faut vraiment qu'on ait plus de visibilité sur les règles fiscales, que les États puissent dépenser. Donc, il faut vraiment qu'on change aussi d'optique et que les États n'hésitent pas à annoncer de nouveaux plans de relance pour stimuler l'économie en parallèle du plan de relance européen, qui est plutôt un plan de relance structurel. Donc là, actuellement, on a besoin plutôt de stimuler la demande, puis après de faire des réformes. Donc il faut vraiment de ce côté-là qu'on ait plus de visibilité au niveau des règles fiscales en zone euro. Il faut remettre en ordre le pacte de stabilité pour que les États qui sont prêts à s'endetter plus qu'ils ne le font aujourd'hui puissent passer à l'acte. C'est ce que je comprends, Nadia. Exactement. Et ensuite, il faut, l'idéal aussi, c'est qu'on le sait, le plan de relance, c'est un plan temporaire. Or, il nous faudrait effectivement en zone euro une structure plutôt permanente, une capacité fiscale. Et ceci, on n'est pas encore près de le voir. On sait qu'en Allemagne, on a des élections. Donc cette année, ça paraît assez compliqué d'avoir de grandes décisions aussi sur l'union bancaire. L'année prochaine, c'est la France qui sera en élection. Donc voilà, ça paraît très compliqué d'avoir des accords très forts sur l'intégration, sur plus d'intégration en Europe. Mais c'est vraiment ce qu'on a besoin. Mais je dirais qu'à court terme, avoir un peu plus de visibilité sur les règles fiscales serait une bonne chose. Un mot de la Fed peut-être pour conclure, Nadia. Alors on n'apprend pas grand-chose, je crois, à travers le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire qui a été publiée hier, les minutes de la Fed. On retient quand même que pour la Fed, alors que les perspectives de l'économie américaine sont de plus en plus booming, il n'y a aucune urgence à en faire moins à ce stade. On n'est pas encore au moment d'inflexion du discours de la Réserve fédérale américaine aux États-Unis. Exactement, ils sont prêts à laisser même aller un peu plus loin l'inflation sans pour autant resserrer. Donc ils créent vraiment des conditions, je dirais, optimales pour le gouvernement américain pour qu'il puisse justement emprunter à des taux relativement raisonnables, même si c'est vrai, on a vu les taux augmenter. Mais voilà, ils créent tout de même des conditions favorables pour l'économie, alors qu'on voit de l'autre côté de l'Atlantique, chez la BCE, déjà des voix s'élever en disant qu'au deuxième trimestre, lorsque la reprise sera plus forte, on peut songer à réduire ou à ajuster les achats, ce qui serait vraiment très tôt. Effectivement, cette divergence entre la zone euro et les États-Unis qui s'accroît encore un peu plus sur tous les plans, sur le plan budgétaire, sur le plan monétaire également aujourd'hui. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management, avec nous par téléphone dans cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. Et on va poursuivre cette discussion avec un fin connaisseur des arcanes européennes. C'est Fabrizio Pagani qui est avec nous en visioconférence depuis Rome. Fabrizio, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable mondial de la stratégie économique et des marchés de capitaux de Muzinich. Merci beaucoup d'être avec nous, Fabrizio. Je poursuis avec vous la discussion qu'on avait avec Nadia juste avant. Est-ce que la zone euro prend le risque aujourd'hui de rater sa relance post-Covid ? Bonjour et merci pour l'invitation. Alors moi, je dirais que la chose la plus importante en ce moment, c'est la campagne des vaccinations.
Ça, c'est la chose dans laquelle il y a vraiment les gaps entre l'Europe et les États-Unis. Et il faut se focaliser sur ça. Parce que si on arrive à faire ainsi d'avoir les mêmes taux de vaccination en Europe qu'on a aux États-Unis, on peut rouvrir les économies européennes, surtout sur les continents, et on pourra avoir des taux de croissance similaires à ceux des États-Unis. Ça, c'est la chose la plus importante. Après, on peut discuter, il y a tout un débat si les stimulus européens à la même envergure, la même taille, la même efficacité de ce qu'est en train de faire Biden. Mais la chose principale en ces moments, c'est la vaccination. Vous dites effectivement, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Accélérons déjà la campagne de vaccination. On discutera des efforts de relance ensuite. Pourtant, on voit quand même déjà des voix politiques qui commencent à préparer un peu le terrain. Bruno Le Maire hier, je ne sais pas ce qu'en dit un Mario Draghi en Italie, mais on connaît Mario Draghi quand il était à la BCE. On imagine bien qu'il est prêt lui aussi à soutenir des efforts budgétaires plus important, que ce soit sur le plan national, mais sur le plan européen également, Fabrizio. Mais vous voyez, là, je pense que sur les plans économiques, il y a effectivement un décalage entre les Europes et les États-Unis. En Europe, on est encore sur des mesures d'émergence. Ce que je vois en Italie, mais c'est plus ou moins la même chose en France et dans les autres pays, ce sont encore des mesures qui aident à soutenir l'économie dans un moment encore de pandémie et aider les commerces, les entreprises sur lesquelles il y a encore des restrictions déterminées par l'État pour contenir la pandémie. Pour le moment, c'est ça. À un certain moment, on pourra prendre des mesures de relance, mais quand on peut réouvrir, on peut pas relancer s'il n'y a pas l'ouverture complète de l'économie. C'est pour ça que la campagne de vaccination, c'est primordial pour les relances de l'économie. Ouais. Aux États-Unis, au contraire, vous savez, vous avez bien vu que la réouverture est en course. Il y a une donnée pour tous. Chaque jour aux États-Unis, il y a plus d'1 million de personnes qui volent, qui utilisent les services aériens. On n'est pas à ce niveau en Europe, hein, pas du tout. Oui, effectivement, des tempos différents. Le tempo sanitaire, enfin le calendrier sanitaire reste la priorité aujourd'hui en zone euro. Sur le plan italien, Fabrizio, alors, que vous connaissez évidemment très bien, comment est-ce que vous jugez les premières semaines d'action de Mario Draghi ? C'est vrai qu'il a été salué par les investisseurs à son arrivée comme président du Conseil italien. Je pense qu'on est loin de pouvoir porter un jugement définitif sur son action, mais sur l'entrée en matière, comment est-ce que vous évaluez les premières semaines de Draghi ? Monsieur Draghi a un crédit énorme vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis les opérateurs économiques, les marchés. Je pense que dans ces peu semaines, ça fait 5 semaines, 6 semaines qu'il est au gouvernement, il est en train de se concentrer sur 2 choses. La première chose, c'est la campagne de vaccination, dans laquelle l'Italie reste encore plutôt en arrière, et surtout dans laquelle les différences entre les régions, la responsabilité régionale, et ça n'a pas aidé à avoir des campagnes efficaces. Et alors, il y a un rôle de coordination du gouvernement qui est important. Et le deuxième élément sur lequel est en train de se concentrer les gouvernements est la préparation du plan national pour le Recovery Fund. L'Italie n'a pas encore présenté à Bruxelles son plan national. Il y a jusqu'à la fin du mois d'avril pour le faire, et ça, c'est vraiment les tests principaux sur la capacité, la volonté et la capacité des réformes du gouvernement italien. Est-ce que c'est un Mario Draghi technocratique qui est aujourd'hui à la tête de l'Italie, ou est-ce que c'est un Mario Draghi politique, notamment sur la partie relance, comme vous dites, Fabrizio? Est-ce que vous sentez que Mario Draghi est prêt à orienter des choix politiques forts pour l'Italie, aller jusqu'à
mettre en place des réformes structurelles qu'il prônait, lui, quand il était président de la Banque Centrale Européenne, ou est-ce que c'est un travail différent qui devra être fait par un autre gouvernement en Italie? Moi, je pense que quand on est chef d'un gouvernement, on est toujours des hommes politiques, des hommes d'État. Mario Draghi a la chance d'avoir une majorité très large à la Chambre et au Sénat, une majorité presque totale. Il y a seulement un parti qui n'a pas rejoint le support au gouvernement. Et ça, naturellement, peut aider, mais en même temps, il donne beaucoup de responsabilités, parce que les moments des réformes, c'est maintenant. S'il n'y a pas de réformes maintenant, les attentes vont être vraiment déchues. Sur le plan de la fiscalité internationale, c'est le gros sujet du moment, Fabrizio, et en tant qu'ancien de l'OCDE, alors je ne sais pas justement comment vous accueillez cette espèce de grand U-turn des États-Unis sur la question fiscale. Il y a la partie américaine, on va financer le plan de relance par les infrastructures en faisant remonter un peu la taxation des entreprises sur le sol américain, mais il y a également l'idée que les États-Unis, contrairement à l'administration Trump, vont désormais revenir à la table des négociations organisées au sein de l'OCDE sur la question d'un impôt minimum mondial, comme on l'appelle aujourd'hui. Comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle? Est-ce qu'on a là une véritable révolution peut-être à venir, un game changer? Ah oui, je l'accueille avec une grande satisfaction aussi personnelle, parce que j'ai travaillé sur ce sujet quand j'étais à l'OCDE et on a commencé à travailler sur ça fait une dizaine d'années. Au début du G20, et avec aussi un très important input de la France et du gouvernement français à l'époque. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a, je dirais, 3 choses principales. La première est effectivement le retour à la dimension multilatérale, avec l'OCDE, l'organisation basée à Paris, centrale pour ce dialogue et ces négociations. Le deuxième, c'est la leadership américaine. Je vous donne un exemple historique sur la taxation. La taxation sur les subsidiaires maintenant est une taxation qui marche plutôt bien, et qui on la doit à la leadership américaine dans les années 60. Ça a été à l'époque de Kennedy qui a été lancé les projets, qui à la fin a été reprise par tous les pays développés. Alors, on s'attend à quelque chose de pareil. Le troisième aspect, ce sont les aspects techniques, si vous voulez. Il y a 2 piliers sur lesquels il faut travailler. Il y a un pilier qui concerne la taxation de GAFA, du digital, et le deuxième pilier qui concerne la taxation des multinationales. Sous les premiers, peut-être c'est plus difficile. Bien sûr, il y a la position américaine doit être clarifiée sur ce qu'ils veulent exactement faire. Et sur les deuxièmes, l'ouverture américaine de cette semaine, ça me semble effectivement game changer, comme vous disiez. Quels peuvent être les termes de la négociation au regard des travaux qui ont déjà été engagés et avancés au sein de l'OCDE? Mais c'est vrai que maintenant que les États-Unis arrivent à la table de négociation, on se dit que peut-être on peut repartir sur, peut-être pas une page blanche, mais en tout cas les termes de la négociation peuvent évoluer. De quoi va-t-on parler? Est-ce qu'il s'agit de taxer le chiffre d'affaires des multinationales dans chacun des pays où elles réalisent 1 euro ou 1 dollar de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est là-dessus que les réflexions vont s'engager? Est-ce qu'on reste dans l'idée qu'on va taxer les bénéfices mondiaux consolidés là où ils sont localisés par les multinationales? Et est-ce qu'on reste, vous l'avez dit d'un mot, mais on distingue toujours la taxe GAFA numérique de la taxe sur le reste des multinationales? Oui, la taxe GAFA est devenue une taxe qui concerne un nombre plus large d'entreprises, parce que ça concerne c'est qu'on appelle le consumer facing company, c'est qu'ils ont une relation avec un consommateur final. Ouais. Alors, un consommateur, oui. Et ça, c'est les premiers piliers, et sur lesquels il y a des négociations en cours, et qui concernent aussi les futurs des taxes sur les services numériques. Par exemple, la France a adopté une taxe sur les services numériques. Il faut comprendre exactement comment les deux choses se relient l'un à l'autre.
Le deuxième aspect, c'est celui sur la taxation minimum, un taux minimum pour les entreprises internationales. Les États-Unis proposent, si je ne me trompe pas, 21%. Ça, bien sûr, est lié aussi à la négociation interne du financement du plan des infrastructures de Biden. Et effectivement, l'idée, ce serait que si un certain pays a une taxation moins élevée, les autres pays pourraient taxer au moins au 21% les revenus des entreprises dans leur pays. Qu'est-ce que ça change sur le long terme, Fabrizio? Alors on va un peu vite en besogne, parce que la négociation va sans doute prendre du temps et c'est quand même une grosse machine, effectivement. Ça va prendre des années. Mais justement, si on est dans ce temps long, Fabrizio, qu'est-ce que ça change? Ça veut dire quoi? On rééquilibre le financement des systèmes sociaux des différentes nations de l'OCDE. C'est un rééquilibrage entre le financier et l'économie réelle. Qu'est-ce que ça implique sur le long terme? Moi, je pense que ça implique une taxation plus juste et équitable au niveau global. Ça implique probablement la fin des grands trous qu'on a eus dans la taxation des multinationales dans les années passées. Et ça implique la fin, ou le début de la fin de certains pratiques qui ne sont pas correctes et qui portent certaines entreprises multinationales à faire des arbitrages qui n'aident pas les développements je dirais, équitable de nos sociétés. Donc une plus grande justice fiscale, c'est ce que vous nous dites, Fabrizio. Sur le plan de l'investissement, on peut en dire un mot, mais est-ce que ça change la donne, effectivement, pour des investissements qui ont été massifs, quand même, il faut le dire, vers des secteurs comme la tech, comme la santé? Je cite cela parce qu'on sait que ce sont les secteurs qui ont peut-être beaucoup joué avec l'optimisation fiscale. Est-ce que sur le plan de l'investissement, ça peut changer quelque chose? Moi, je pense que ces entreprises sont des entreprises très profitables et très viables sans avoir la nécessité de pratiques fiscales injustes. Bon. Elles pourront s'en remettre, c'est ce que je comprends, effectivement. Absolument. Elles n'ont pas besoin de ça pour vivre. Ce ne sont pas des entreprises zombies, loin de là. Exactement, loin de là. Merci beaucoup, Fabrizio. Merci pour vos remarques et votre analyse de ces quelques sujets chauds du moment, notamment cette question de la fiscalité mondiale, désormais, puisque c'est ainsi qu'on en parle au sein de l'OCDE, avec les États-Unis qui sont revenus à la table des négociations. Fabrizio Pagani qui était en visioconférence avec nous, responsable monde de la stratégie économique et des marchés de capitaux de Musinich. Voilà pour cette édition de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.